Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Christian, ingénieur logiciel et développeur d'applications. Alors, depuis plusieurs mois maintenant, je défends une idée qui ne fait pas toujours l'unanimité. L'IA ne remplacera pas les développeurs, du moins pas de la manière radicale que certains ou les grandes figures de la tech, les CEO, les grands CEO annoncent. Dans plusieurs vidéos, j'ai partagé des arguments pour expliquer pourquoi je pense que cette vision est exagérée. Mais je reconnais que ces arguments peuvent parfois sembler théoriques ou intuitifs. Alors aujourd'hui, je voudrais aller plus loin. Plutôt que de parler de concepts, je voudrais vous montrer un exemple concret tiré du quotidien d'un développeur, juste un échantillon. Nous allons examiner une situation réelle, le type de problème qu'un ingénieur logiciel peut rencontrer dans son travail et voir ensemble pourquoi, malgré tous les progrès impressionnants de l'IA, nous sommes encore loin d'un monde où elle peut remplacer complètement un développeur. Alors, l'objectif n'est pas de minimiser les capacités de l'IA, au contraire, j'utilise moi-même ces outils tous les jours, mais je vais vous montrer à travers un cas pratique où se situent aujourd'hui leurs forces et surtout leurs limites. Pour ça, j'ai fait une expérience. Je travaille sur une fonctionnalité d'une application mobile, d'un projet personnel, où l'utilisateur devait prendre une photo, ajouter un watermark dessus pour certifier son travail. Un watermark, c'est tout simplement une marque, un test ou un logo superposé sur du contenu numérique. Ça peut être une image, une vidéo, ce contenu numérique ou encore un document. Puis, dans notre cas, on veut envoyer cette photo au serveur. Sur le papier, ça paraît simple. Okay? L'utilisateur prend une photo, on ajoute derrière un watermark sur l'image et sur cette photo et on upload. Fin de l'histoire. J'ai utilisé l'IA pour aller plus vite. Elle m'a aidé à implémenter une solution qui semblait correcte. Okay? Le code était propre, ça passait sur mon téléphone, ça passait sur l'émulateur. Dans les premiers tests, tout avait l'air OK. Alors, j'ai fait tester à quelques utilisateurs. Sauf que entre les mains de vrais utilisateurs, les problèmes ont commencé. Certains utilisateurs n'arrivaient pas à uploader leurs photos. L'erreur était claire. Payload too large. Okay? En gros, la photo envoyée était trop lourde pour être acceptée par le serveur. Et c'est là que tu comprends une chose importante. Ce n'est pas parce qu'une solution marche dans ton environnement de test, de démo, qu'elle est robuste dans la vraie vie, dans la main de vrais utilisateurs. Le problème venait de plusieurs détails que l'IA n'avait pas vraiment anticipés. D'ailleurs, elle ne pouvait pas anticiper. D'abord, le format de sortie. La solution utilisait du PNG. Techniquement, le PNG est un bon format, mais ce n'est pas toujours le bon choix. C'est un format sans perte, donc souvent plus lourd que le JPEG. Quand tu prends une photo avec un téléphone moderne, parfois avec un capteur de 50 mégapixels, puis tu ajoutes un watermark dessus, tu peux rapidement te retrouver avec une image beaucoup plus lourde. Et même si tu ajoutes un algorithme de compression, si tu restes sur un format trop lourd ou une stratégie trop simple, tu ne règles pas vraiment le problème. Deuxième point, l'IA avait implémenté une tentative de compression, sauf que cette compression était trop naïve. Pas de vraie stratégie de fallback, c'est-à-dire que si l'image passait, tant mieux. Okay? Si l'image ne passait pas, l'utilisateur recevait une erreur, cette erreur qu'on avait évoquée plus tôt. Et ça, c'est exactement le genre de différence qu'on fait entre écrire du code et penser comme un ingénieur. Un ingénieur ne se demande pas seulement « est-ce que ça marche sur mon téléphone ?» Il se demande aussi qu'est-ce qui se passe avec une photo beaucoup plus grande, qu'est-ce qui se passe avec un réseau ou une connexion Internet faible, qu'est-ce qui se passe si le watermark augmente encore de taille, qu'est-ce qui se passe si l'upload échoue une première fois, une deuxième fois ou encore une troisième fois. Alors, voilà comment un vrai ingénieur avec plusieurs années d'expérience aurait résolu le problème. Avant même de demander à l'IA d'écrire le code, il va s'asseoir, prendre un stylo et du papier et résoudre le problème d'abord, avant même d'écrire du code. Ce n'était pas juste de demander à l'IA « corrige-moi ce bug ». Il fallait reprendre le problème depuis le début. Première décision, passer du PNG au JPEG. Pourquoi? Dans notre contexte, on n'a pas besoin d'une qualité parfaite pour une photo professionnelle. On a besoin d'une photo suffisamment claire pour valider un travail sur le terrain, avec une taille raisonnable pour être uploadée de manière fiable. C'est un compromis. Et voilà comment les vrais ingénieurs prennent de vraies décisions. On perd peut-être en qualité, mais on gagne énormément en stabilité. Il fallait mettre en place une compression en plusieurs niveaux. Au lieu d'avoir une seule tentative, on applique une première compression standard. Si ça passe, parfait. Mais si le serveur répond encore « payload too large », on ne laisse pas juste l'utilisateur bloqué. On applique une compression plus agressive, puis on réessaie. Et là, on commence à avoir une vraie logique robuste. Ce n'est pas seulement du code, c'est une stratégie. C'est comme ça que les vrais ingénieurs réfléchissent à la résolution de problèmes.
C'est exactement ce que font beaucoup d'applications que nous utilisons tous les jours. Quand vous envoyez une image ou une vidéo sur WhatsApp, remarquez bien, que ce soit même sur WhatsApp ou Facebook ou encore Instagram, la plateforme ne garde pas toujours la qualité originale. Elle compresse, elle adapte, elle optimise pour que l'expérience utilisateur soit beaucoup plus fluide. Et dans mon cas, c'était pareil. La priorité n'était pas la perfection visuelle. La priorité, c'était que l'utilisateur puisse terminer son travail sans être bloqué. Je vais être clair. L'IA m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, elle m'aide beaucoup. Elle m'a permis d'aller plus vite, de générer une première version, de lire du code plus rapidement, de proposer des pistes, d'écrire des tests et même de reformuler certains messages techniques. Dans un vrai projet, avec de la pression, ça peut faire une énorme différence. Mais l'IA ne savait pas automatiquement quel compromis métier était le bon. Elle ne savait pas que, dans ce contexte précis, une photo un peu moins lourde, mais fiable, était préférable à une photo parfaite, mais impossible à uploader. Elle ne savait pas que certains utilisateurs auraient des téléphones avec des capteurs beaucoup plus puissants que mon téléphone de test. Elle ne savait pas non plus à quel moment il fallait arrêter d'ajouter des changements pour ne pas créer de nouvelles régressions. Et c'est là que le développeur reste indispensable. Ce cas de compression d'image paraît simple, mais il illustre un problème beaucoup plus large. Avec l'IA, on peut facilement obtenir une solution qui a l'air correcte. Le code compile, le test basique passe, le scénario principal fonctionne. Mais dans un vrai produit, le scénario principal ne suffit pas. Il faut penser aux cas extrêmes, il faut penser aux utilisateurs réels, il faut penser aux données imprévues, il faut penser aux erreurs réseau, aux erreurs de connexion Internet, il faut penser aux impacts sur les autres fonctionnalités. Il faut se demander, est-ce que ce fixe ou cette correction peut casser autre chose? Et parfois, la bonne décision n'est même pas de coder plus. Parfois, la bonne décision est de stabiliser, documenter les risques, attendre un retour de test, ou des ingénieurs de test, ou déplacer la vraie logique côté back-end parce que c'est lui qui possède la source de vérité. C'est exactement ce qu'on oublie souvent dans le débat sur l'IA. On parle beaucoup de génération de code, mais le métier d'ingénieur logiciel ne se limite pas à écrire du code. Le métier, c'est de comprendre le problème, c'est poser les bonnes questions, c'est de challenger une solution qui semble marcher, c'est décider quel compromis est acceptable. C'est protéger le produit contre les régressions, sans même parler des failles de sécurité. C'est communiquer avec les ingénieurs, les autres ingénieurs, les ingénieurs testeurs, avec le project ou le product manager, avec les autres développeurs, c'est assumer la qualité finale. Le vrai risque, c'est que certains développeurs arrêtent de réfléchir parce que l'IA donne une réponse rapidement. Avant, quand on avait un bug, on devait lire le code, comprendre le flow, réfléchir aux causes possibles, tester plusieurs hypothèses. Aujourd'hui, on peut demander à l'IA de corriger, copier la solution, tester rapidement et passer à autre chose. Mais si on fait ça sans comprendre, on peut créer des solutions fragiles. Donc, est-ce que l'IA va remplacer les développeurs? À mon avis, non. Je continue de le dire. Par contre, les développeurs qui savent l'utiliser, qui savent utiliser l'IA vont aller beaucoup plus vite que ceux qui ne l'utilisent pas. Je ne suis pas non plus de ceux qui ne veulent pas utiliser l'IA. Ça, c'est même pas à envisager. Mais il faut toujours un développeur capable de comprendre le système, de poser les bonnes questions, de vérifier les hypothèses, de penser aux cas extrêmes, de prendre les bonnes décisions au bon moment. Alors, si cette vidéo vous a parlé, laissez-moi un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.